Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast de Raphaël. Pourquoi on a peur du vide? Pour moi, en fait, le vide, je dirais plutôt pourquoi on a peur du noir. Parce que le vide, comme la noirceur, en fait, c'est pas tout à fait pareil. Le vide, pour un humain, ça fait pas partie de son expérience parce qu'à partir du moment où on est conçu puis on est dans l'utérus, c'est pas un vide total puis c'est pas une noirceur totale non plus parce que au niveau de tous nos sens, on entend toujours le cœur de notre maman qui bat, le son de sa voix, on ressent les sensations de baigner dans le liquide amniotique. On peut éventuellement goûter les fluides corporels de la maman. Je sais pas si j'en oublie, mais dans tous les cas, le vide total fait pas partie de l'expérience humaine, fait que c'est normal d'avoir peur d'un vide total. Par contre, si on reconnecte avec ce vide-là ou cette noirceur-là, je dirais que ça rejoint un petit peu le... Je continue mon lien avec l'utérus parce que l'utérus, c'est comme une petite grotte, là où on est créé. Fait que c'est l'essence même de la vie, où ma petite graine que je vous parlais, qui, elle, a besoin d'être enfouie sous la terre, de vivre un moment de noirceur pour créer ses réserves d'énergie pour ensuite être en mesure de pousser. C'est un petit peu la même chose. Mais c'est que à partir du moment où on naît, on sort de l'utérus, ben toute notre vie, elle est dédiée à se construire une identité, puis à essayer de... on recherche la permanence des choses, on recherche l'attachement aux choses, on recherche des explications. Donc le rationnel, le cerveau logique, encore là, la société moderne qui est basée sur un modèle très masculin, très linéaire, on est à la recherche de cette certitude-là, on est à la recherche de cette construction-là. Donc l'idée même d'un vide cosmique ou utérin ou juste absence totale de stimulation des sens avec notre corps physique, c'est comme si il y a une genre de panique qui s'installe chez l'humain dans cette peur du noir-là ou cette peur du vide, parce que c'est comme si à l'intérieur de ce vide-là ou de cette noirceur-là, on n'existait pas. Puis en fait, c'est que la partie logique, le néocortex, la partie qui réfléchit, la partie rationnelle, logique, masculine, elle a plus aucun point de repère dans le vide, dans la noirceur. Là où il y a aucun concept, il y a pas de conceptualisation. À la limite, il y a juste du ressenti, puis cette espèce d'état de rêve. Puis ça, c'est très déstabilisant. Ce qui fait en sorte que la plupart des humains vont vouloir éviter à tout prix de connecter avec ce vide-là ou cette noirceur-là. Puis en plus, non seulement ça, mais après ça, c'est conditionné puis c'est créé d'avoir peur du noir, d'avoir peur du vide, d'avoir peur... Fait que là, dans tous les contes pour enfants, tout sort de la noirceur. C'est comme l'histoire des monstres dans les garde-robes, puis l'histoire des monstres en dessous du lit. Tous les espaces qui sont, c'est ça, les grottes, dans le fin fond des grottes, attention, il y a un ours ou il y a... Bon. Fait que là, ça va renforcer cette peur-là du noir, des grottes, de toutes les choses qui font peur, qu'on peut dire qui sortent du noir. Fait que tu sais, il y a une partie qui est originelle, puis peut-être même dans les mémoires cellulaires de dire quand j'ai aucune proprioception, quand j'ai aucun point de repère, quand j'ai pas accès à mes sens, c'est dangereux pour ma survie, parce que clairement, si t'es en train de marcher dehors, puis là, tu vois plus rien tout d'un coup, ben oui, tu peux marcher dans un trou, tu peux tomber dans l'eau et tout ça. Fait que j'imagine qu'il y a quelque chose quand même pour la survie de l'espèce humaine d'avoir cette crainte-là du noir. Mais au-delà de ça, par-dessus ça, j'ajoute plusieurs couches de conditionnement pour créer cette crainte-là du noir chez l'humain. J'en ai déjà parlé précédemment, la noirceur ou le sommeil, puis tu sais, malheureusement, pour la plupart d'entre nous, le noir
ou le vide, si on n'a pas vécu l'expérience du noir ou du vide à l'intérieur de l'utérus de notre maman parce qu'on avait toujours sa voix, on avait toujours son cœur qui battait, on n'était jamais seul, ben le premier moment où on se retrouve seul, puis on fait face à cette noirceur-là, puis à ce vide-là, c'est quand on est bébé. On est sorti du ventre de notre maman, puis c'est souvent à l'heure du dodo, la nuit, puis là on est tout seul, dans le noir, il y a presque aucun son, il y a plus le cœur de notre maman, il y a pas la chaleur d'être à l'intérieur d'elle ou collé sur elle. Puis ça, c'est le moment où on fait l'expérience de ce vide-là et de cette noirceur-là pour la première fois. Puis ça peut créer un sentiment de panique parce que pour le bébé, le sentiment d'être tout seul dans le noir, dans le vide, ça veut dire biologiquement dans son corps, dans son petit corps, ça enregistre comme le fait qu'il va mourir. Puis en fait, si j'avais à résumer toutes les peurs du monde entier et de l'humanité en une seule phrase, toutes les peurs sont ultimement la peur de mourir. C'est tout. À chaque fois qu'on a peur de quelque chose, ça se traduit comme étant une forme de je vais mourir, j'ai peur de mourir, si je fais ça, je vais mourir, si on arrive ça, je vais mourir. Fait que ça, c'est encore là notre cerveau reptilien, notre côté mammifère, l'instinct humain, instinct de survie, on veut survivre. Toutes les peurs sont là pour nous protéger et ultimement, ça se traduit en une seule peur, c'est la peur de mourir. Donc, on est tout petit, on fait l'expérience du vide ou de la noirceur pour la première fois. Quand on est tout petit, on est bébé, on est vulnérable. Le vide, la noirceur, ça veut dire qu'on est mort. Savez-vous que j'ai lu quelque part, je vous partage cette information-là vraiment, on dirait que ça sort de nulle part, là, mais j'ai lu quelque part pour les mamans qui ont choisi de ne pas allaiter, je ferai un lien avec la dépression postpartum, puis le fait de ne pas allaiter, ou une panoplie d'autres facteurs, parce que dans le fond, dans ma façon d'avoir été une maman pour mes enfants, il y a eu beaucoup de cododo puis d'allaitement et tout ça. Et je suis allée lire sur l'aspect biologique de ça, puis l'impact sur notre corps. Puis dans le fond, quand on choisit de ne pas allaiter, biologiquement dans notre corps, quand le corps accouche d'un enfant puis que l'enfant boit pas au sein, biologiquement dans notre corps, c'est comme si notre enfant était mort. Ce qui fait que après ça, le corps va déclencher toutes sortes, un genre de processus de deuil d'avoir perdu un enfant, mais c'est ça qui est très particulier. C'est juste pour vous donner un exemple de la déconnexion entre le cerveau reptilien, l'instinct animal humain et la conscience qu'on a de ce qui est en train d'arriver. La maman moderne qui choisit d'accoucher et de faire le choix de ne pas allaiter puis d'aller avec le biberon, elle a fait un choix conscient. Biologiquement, son instinct animal reçoit pas le même signal ou la même information. L'information, justement, va venir du corps, du bas vers le haut, pour lui indiquer qu'il y a un problème parce qu'elle a accouché d'un enfant puis que l'enfant boit pas au sein, donc le bébé doit être mort, donc il faut déclencher un processus de deuil. Puis je vous dis ça comme ça, c'est juste biologique, physiologique, comme toutes les choses que je vous raconte, je vous invite à faire vos recherches, mais je veux juste mettre en lumière certains éléments qui peuvent vous montrer l'écart qu'il y a des fois entre le conscient puis le subconscient, entre le choix qu'on fait puis l'instinct animal qui veut prendre le dessus, qui veut s'assurer de notre survie, qui veut s'assurer de la survie de l'espèce, puis que il y a des choix qu'on fait consciemment, il y a beaucoup de choix qu'on fait inconsciemment, puis c'est juste de prendre conscience de tous les facteurs qui viennent impacter nos choix, nos peurs, nos craintes, nos joies, les choses qu'on pense qu'on veut, les choses qu'on veut vraiment. Puis c'est juste d'examiner pilote automatique ou choix conscient, instinct animal ou choix conscient, victime ou créateur, toutes ces choses-là, juste pour observer. Fait que je reviens à mon histoire du vide. Dans le fond, ouais, c'est ça. Fait que je vais juste m'assurer que j'ai toutes mes choses. OK. Ce qui m'amène à le rythme. Fait que dans le fond, on a cette peur originale-là du noir, du vide, de par notre expérience, aussi biologiquement, parce que peut-être que pour nous, ça représente la mort. Fait qu'il y a cet inconfort-là, puis aussi le fait que quand on est,
toute notre expérience, à partir de la naissance jusqu'à l'âge adulte et pour toute la vie, c'est d'essayer de se construire une identité, de s'accrocher à des faits, à des certitudes, à une compréhension de la vie, à une signification, à essayer de comprendre tout ça. Ce qui fait que quand, de façon volontaire ou involontaire, on veut retourner faire le vide, on veut retourner dans le noir ou on veut retourner dans le vide d'une façon consciente, le premier sentiment qui va arriver, là, ça va être vraiment un sentiment de panique. Puis, on peut ressentir ce sentiment-là même quand on ralentit un petit peu. En fait, c'est ça la clé, c'est que quand on ralentit, c'est ce qui va permettre à certaines choses d'émerger à la surface. Je vous dirais que la plupart des gens, la plupart du temps, vivent une vie complètement distrait et engourdi. On est engourdi, on est distrait. On ressent rien, on veut rien ressentir, puis on est occupé à faire tellement de choses qu'on n'a pas le temps de ressentir. Je vous donne un exemple de ça qui peut même se traduire physiquement. C'est que physiquement, quand on est actif et on n'arrête jamais, c'est comme si la machine était bien huilée, la machine était bien rodée, puis on vit une expérience de notre corps qui peut sembler fonctionnelle, optimale, adéquate. Et là, on ralentit notre rythme un petit peu et c'est là qu'on va commencer à ressentir tous les petits bobos qu'on n'a pas l'occasion de ressentir quand la machine est allumée, quand la machine fonctionne à plein régime, quand la machine est en mouvement. Mais là, quand on ralentit, c'est là que les petits bobos refont surface. Et là, mécanisme de défense standard, on va ressentir un petit bobo, on fait « Oh », on l'ignore, et on va repartir la machine pour aller de plus en plus vite, de plus en plus fort, pour surtout pas prendre connaissance des petits bobos qui ont fait surface physiquement. Fait que ça fait la même chose psychologiquement. Et là, là où je veux vous emmener, c'est que si on fait le choix conscient d'aller adresser toutes les petites choses qui refont surface quand on ralentit, ben là, on ralentit, on ressent quelque chose, on devient curieux, on va aller, exemple qu'on était une machine, même si un de mes podcasts c'était de dire que notre corps c'est un mammifère puis pas une machine, on va y aller avec la petite machine, l'analogie. Là, on va aller voir c'est quoi la pièce qui a besoin d'amour, on va regarder qu'est-ce qui grince, qu'est-ce qui coince, comment on peut arranger ça. Je connais rien aux machines, ni aux moteurs, ni au huilage de quoi que ce soit. C'est juste qu'on dirait que j'ai comme l'image de quelqu'un qui va aller réparer les petits morceaux, les engrenages, comme l'intérieur d'une horloge. Fait que c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe là, d'en prendre soin, puis là, de repartir tout doucement. Puis même quand on repart doucement, ben c'est d'observer, OK, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tout va bien? Puis là, on peut accélérer à plein régime et en sachant que la fondation, puis que tout ce qui est là, puis que tout ce que je suis en train de créer, puis tout le momentum que j'ai créé, il est basé sur une fondation qui est solide. Autrement que ça, ce que ça fait, c'est que on est en train de faire forcer une machine à avancer, puis la machine, elle a de la misère, mais ça paraît pas parce que on est dans un momentum. Puis à un moment donné, ben la machine, on peut pas être dans le déni. Imaginez, okay, c'est la même chose avec ton char, si tu mets pas de gaz dedans, c'est exactement ça. Fait que là, t'as ton voyant lumineux, là, ton petit gauge là, à essence, qui va descendre, tu sais, il est plein, la moitié, le un quart, là, ça te dit, OK, il faudrait que tu ailles mettre de l'essence. Puis là, ça te le dit bien avant que ça soit en bas. Puis là, après ça, ça continue. Il te reste tant de kilomètres, il te reste tant de kilomètres. Puis là, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Puis là, tu as le choix de l'adresser ou de pas l'adresser. Si tu mets du gaz dans ton véhicule peut continuer à rouler un méchant temps. En fait, à l'infini, jusqu'à ce que, à moins qu'il y ait un bris quelconque, encore là, je connais rien aux voitures. Mais tant et aussi longtemps, prenons pour acquis que tous les autres morceaux de la voiture vont bien, puis que la seule chose qu'on a à s'occuper, c'est l'essence. Ben quand le niveau d'essence devient plus bas, t'as le choix ou pas de le remplir. Mais si tu le remplis pas, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que le véhicule arrête de fonctionner. Pas quand t'as choisi. Fait que c'est exactement ça le processus d'aller consciemment chercher les choses pour les faire monter à la surface, pour les adresser. C'est la différence entre choisir d'amener ton véhicule à un poste à essence, t'arrêter,
mettre du gaz, continuer ta route, versus être en plein milieu de l'autoroute puis que ton auto arrête toute seule à un moment que t'as pas choisi parce que la voiture ne peut plus continuer. Puis avec les blessures qu'on a à l'intérieur, c'est la même chose. Il y avait un concept dans un autre livre que je lisais, c'est comme la douleur qui est propre, puis la douleur qui est sale. Puis la douleur qui est propre, c'est que tu vas aller la chercher consciemment. Tu dis, OK, aujourd'hui, je me sens dans un endroit, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi, je vais aller voir quel genre de petite douleur propre je suis prête à affronter aujourd'hui. Puis encore là, le corps est bien fait, c'est toujours de dire, je veux adresser ce que je peux adresser selon le maximum de ma capacité. Puis le corps fait en sorte que ce qui va refaire surface va être exactement ce pourquoi vous avez de la capacité en ce moment. Puis ça va jamais, vous allez jamais déterrer quelque chose qui est plus que ce que vous avez la capacité de ressentir ou de recevoir ou de guérir ou d'adresser. Fait que ça, c'est la douleur ou la sensation, parce que, oui, douleur. On va dire douleur parce que c'est un processus qui est quand même, je peux pas dire agréable. En fait, c'est ça aussi la notion, c'est qu'il y a rien de sexy, là, à travailler sur soi puis sur ses blessures puis d'aller déterrer les squelettes dans le placard. C'est pas sexy, c'est pas glamorous, c'est pas regarder mes 5 étapes pour avoir, je sais pas quoi, chercher quelque chose de glamorous, mais voici les 5 étapes pour avoir, je sais pas, un corps de rêve pour le reste de votre vie. 5 étapes faciles, vous avez un corps de rêve pour le reste de votre vie. Et c'est pas ça. C'est pas glamorous, c'est pas sexy, il y a pas de promesses brillantes au bout de tout ça, à part le fait que, ultimement, ça libère l'expression de la plus belle puis la meilleure version de toi. Débloque ton énergie créatrice, ça fait en sorte que tu puisses t'ouvrir puis t'épanouir puis devenir la plus belle version de toi que tu peux être. Un peu comme la chenille qui veut devenir un papillon, ou la fleur qui est un petit bourgeon qui veut devenir une fleur, ou l'arbre qui va devenir vraiment là, le gros arbre majestueux, qui est comme l'écosystème dans lequel toutes les autres petites créatures peuvent vivre puis se nourrir. C'est de devenir cette expression-là, puis le fait d'adresser un petit peu les choses qui nous bloquent, ben c'est un petit peu de faire le ménage, soit dans nos racines, soit dans nos branches en haut, pour laisser de l'espace pour que la pleine expression de nous puisse être disponible et accessible. Vous le savez, dans une forêt, là, quand il y a un petit arbre et qu'il n'y a pas assez d'espace ou de nutriments, il va pas survivre, il va pas s'épanouir. Fait qu'il y a comme tout un système dans les forêts qui fait en sorte que tout est parfait pour les petits bébés arbres, pour aller créer les arbres les plus forts possibles. Entre autres que c'est comme voulu qu'il n'y ait pas trop de lumière dans les débuts, pour que l'arbre se renforcisse, pour que finalement, après ça, il y a un petit bébé arbre qui émerge, puis c'est comme tout parfait, puis j'ai pas l'analogie, mais c'est juste que quand on observe autour de nous, là, toute l'intelligence de la vie, de la nature, c'est vraiment de toute beauté. Fait que là, je ramène ça à la douleur qui est propre, la douleur qui est sale. La douleur sale, c'est celle qui va sortir au moment où t'as pas prévu. C'est celle qui te sort par les oreilles, c'est celle qui fait que tu as une réaction démesurée dans une circonstance que tu n'as pas souhaitée, c'est celle qui fait que tu pars à brailler à un endroit qui était pas celui que tu souhaitais, c'est celle qui fait en sorte que tu es figé, pas capable d'avancer dans un moment où c'est important que tu aies besoin de cheminer puis d'avancer pour prendre soin de ton être aimé ou de tes enfants ou de ta famille. Fait que la douleur qui est sale, puis j'aime pas tant le mot propre ou sale, je dirais plus, comment ça, pas choisi versus pas choisi, prévu versus imprévu, puis pas prévu, mais comme la notion de choix. Fait que c'est l'histoire d'aller vivre, ok, fait que d'aller vivre selon notre capacité un certain inconfort par choix, versus de se faire imposer un inconfort à un moment qu'on n'avait pas prévu. Une autre analogie qui me vient, ce serait un peu comme faire le choix de vivre avec l'inconfort, d'aller marcher dehors, aller au gym, aller s'entraîner, physiquement, courir, faire du yoga, s'étirer, faire des choses qu'on va choisir d'être inconfortable
un petit peu à tous les jours versus ne rien faire pendant plusieurs années puis qu'à un moment donné, le corps se sent dans un état qui peut plus fonctionner et là, il va t'imposer soit une maladie ou un burn-out, tu sais, que ce soit physique, émotionnel, spirituel, peu importe, tu te pognes un mur et là, t'arrêtes. Puis souvent, c'est exactement ce niveau d'intensité-là que les gens ont besoin avant de se réveiller pour, après ça, un petit peu par obligation puis par mode survie, se mettre à marcher ou s'entraîner ou faire des choix de vie différents parce qu'on a eu comme l'espèce d'ultimatum puis le mur. Fait que c'est ça la notion, c'est de choisir un inconfort à court terme pour que ce soit payant sur le long terme ou choisir le confort à court terme pour après ça, à un moment donné, frapper un mur puis aller vivre un inconfort à un moment donné en cours de route. Il y en a que ça arrive pas. Ça dépend vraiment d'une panoplie de facteurs, mais c'est juste de faire je vous amène la possibilité de faire le choix, de choisir exactement ce pourquoi vous êtes disponible à un moment que vous êtes disponible ou de subir les conséquences du fait que vous n'avez pas envie de regarder ce qui est là. Puis ça peut arriver à n'importe quel moment. Encore là, une analogie, on va y aller encore plus simple que ça. Pipi, caca, je veux dire, on va y aller avec une envie de caca parce que ça, c'est encore plus intense. Fait que c'est comme, tu peux choisir à tous les jours d'aller prendre soin de toi puis de t'asseoir sur la toilette puis éliminer. Puis si tu choisis de ne pas le faire, ben à un moment donné, tu vas te chier dessus dans un moment qui est pas opportun. Puis ça va faire un gros dégât, puis il va avoir des conséquences, puis ça va faire en sorte que tu vas avoir beaucoup de marde à ramasser, versus de tout simplement faire le choix d'aller t'asseoir sur la toilette puis d'éliminer à un moment qui te convient. Fait que c'est pas très sexy, mais je pense que ça, c'est une image qui fait en sorte que c'est assez représentatif de la réalité. Fait que je reviens à ça, je parle toujours de l'autorité extérieure et de l'autorité intérieure. Là, c'est l'histoire de prendre le temps de adresser les choses qui ont besoin d'être adressées à un moment qui nous convient versus ne pas le faire puis se les faire imposer. Puis c'est un petit peu la même chose que le rythme naturel versus le rythme imposé quand on fonctionne sur un mode d'opération qui obéit à une autorité extérieure, à un rythme extérieur. Puis là, c'est toutes les notions là que je parle de faire l'école à la maison, d'être à notre rythme, de manger quand on a faim, de boire quand on a soif, de dormir quand on est fatigué. Ça, c'est notre rythme naturel versus un rythme imposé par la société qui est de dire on se lève à telle heure, on se couche à quelle heure, on travaille 5 jours semaine, on est off 2 jours par semaine. Quand on est off, on fait du sport, patati patata. Ça, c'est comme un rythme extérieur imposé qui est pas naturel, qui est toujours à on. C'est comme on va vivre l'hiver en été, l'été en hiver. En fait, c'est l'été éternel. C'est un cycle de productivité éternelle, de toujours aller voir des gens, de toujours faire des activités, de toujours être occupé. Puis ça, c'est pas un rythme qui est naturel. L'humain est pas fait comme ça. J'ai lu quelque part aussi, je pense que c'est dans le livre Sapiens, le concept là, d'une horloge, le concept du temps n'existait même pas. Ça existe pas. En fait, il y a toujours eu le concept, la lune, le soleil, les éléments naturels qui donnent un indicateur du temps, les saisons. Ça, c'est un rythme encore là qui est naturel. Naturellement, on avait envie de dormir quand le soleil se couche, se lever quand le soleil se lève, être actif plus l'été, être plus à l'intérieur l'hiver. Ça, c'est le rythme naturel. Le rythme imposé, c'en est un de l'été éternel, puis de constante productivité. Puis tout ça pour dire que ce que ça fait, ça, c'est qu'on sait plus comment être centré sur nous-mêmes. On sait plus c'est quoi notre rythme naturel. Puis dans le fond, ce qu'on découvre quand on ralentit, c'est à quel point ça fait pas de sens, puis à quel point c'est pas naturel, puis à quel point il y a des choses qui ont envie de refaire surface, d'être adressées quand on prend le temps de ralentir. Puis avant qu'on ait accès à tout le jus, puis à toutes les perles, puis tous les trésors qui sont là, c'est que souvent, on va faire face au sentiment de panique, la peur du vide, la peur du noir, la peur du silence. Puis cette peur-là va être assez grande qu'on va revirer de bord, puis qu'on va pas aller creuser pour aller trouver les trésors qui sont cachés là, en dessous de la peur, au-delà de la sensation désagréable. Et là, c'est là qu'on a toute l'information qui fait en sorte que quand tu ralentis, ça va t'aider à créer d'une façon qui est plus puissante. Puis c'est tellement drôle.
l'histoire de ralentir pour accélérer. Quand j'étais courtier immobilier, quand je me faisais coacher chez Oz Coaching avec Samir, avec Ben, il y avait toute cette notion-là de ralentir pour accélérer. Puis à l'époque, je comprenais pas parce que je sais que quand tu es dans un mood de productivité, tout ce que tu veux, c'est faire plus, encore plus. J'ai lu là tellement de livres sur la productivité. C'est vrai que ça fait partie de mes acquis. Si quelqu'un veut que je leur enseigne comment être plus productif, j'ai définitivement ces acquis-là. C'est juste que, oui, puis cette productivité-là me sert aujourd'hui à faire les choses qui sont importantes pour moi, puis à prendre une idée, puis à la concrétiser. Par contre, à l'époque, c'est que la productivité qui est vide de sens, ça marche pas. C'est comme ce que j'avais dit avec scier un arbre avec une lame qui est pas effilée, puis continuer à scier, puis pas prendre le temps de ralentir pour affûter sa lame. C'est exactement ça. Fait que c'est juste de prendre le temps de savoir, OK, est-ce que ma lame est affûtée? Est-ce que c'est cet arbre-là que j'ai envie de couper? Une fois que je vais l'avoir coupé, à quoi il va me servir? Est-ce que ça sert l'intérêt, mon intérêt et l'intérêt pour le plus grand bien de moi, ma famille, mon écosystème, l'humanité, la Terre, quand on veut vraiment extrapoler loin, c'est genre pour le mieux, ce qui est mieux pour moi puis ce qui est mieux pour tous. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Puis dans le fond, de ralentir, c'est vraiment de s'honorer là-dedans, puis d'aller déterrer les éléments importants, puis d'aller trouver qu'est-ce qui est vrai pour nous. Puis on a peur de ralentir parce que, comme je vous dis, on est distrait, on est engourdi. Puis dès que ça ralentit un petit peu, on devient extrêmement inconfortable, puis on retourne plus vite, plus de distractions, plus de choses à faire, plus de travail, plus de divertissement, plus de sport, plus d'entraînement, plus de souper avec des amis, plus d'alcool, plus de café, plus de ci, plus de productivité, plus. Jamais, jamais ralentir parce que quand on ralentit, il y a des choses qui refont surface, on n'aime pas ça, on veut pas les adresser, on préfère se fermer les yeux, jouer à l'autruche. Puis à un moment donné, ça explose, puis on sait pas pourquoi. Ça explose dans la face de nos enfants, ça explose dans notre mariage, ça explose avec notre famille, ça explose dans notre travail, ça fait en sorte qu'on a des blocages, ça fait en sorte qu'on n'a pas créé la vie d'abondance qu'on veut, ça fait en sorte qu'on n'a pas la business qu'on voudrait avoir, ça fait en sorte que notre corps est pas dans un état qu'on voudrait qu'il soit, ça fait qu'on a une relation utilitaire avec notre corps puis qu'on comprend pas pourquoi lui veut ralentir, ça fait qu'on a des émotions refoulées, ça fait tout ça. Fait que dans le fond, c'est de comprendre c'est quoi le bénéfice de ralentir, puis l'inconfort que ça va susciter, puis c'est quoi le coût de ne pas ralentir, puis c'est quoi l'impact sur le reste de votre vie. Mais il y a rien de sexy là-dedans. C'est juste que c'est toute une question de choix. Je suis là pour vous donner les options. Vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix. C'est juste qu'il y a un coût. C'est comme un peu le coût d'opportunité, mais qu'est-ce que ça coûte versus qu'est-ce que ça rapporte de ne faire, de le faire, de pas le faire. Puis c'est quoi l'impact sur toi, puis c'est quoi l'impact sur ton système familial, puis c'est quoi l'impact sur la communauté, la société, la planète. Quand on veut extrapoler, on peut aller jusqu'au cosmos, si on veut. Et c'est comme, il y a cette notion-là de tout ce qui est en dedans et dehors, comment on fait une chose, c'est comment on fait toutes les choses, que tout est interrelié. Fait que c'est vraiment intéressant quand on a envie vraiment d'une transformation ancrée, carnée, qui est pas juste un changement de comportement, mais vraiment c'est comme un changement de l'essence même de qui on est, qui fait en sorte que ce qui faisait du sens avant fait plus de sens maintenant, ce qui fait que même si tu voulais recommencer à faire ce que tu faisais, tu peux plus. C'est ce genre de transformation-là que tu veux. Pas le genre de transformation qui est le changement de comportement que tu vas imposer avec ton rationnel aux dépens de ton corps puis de tes émotions puis de tout le reste pour dire avec une discipline extérieure, me force à faire tel comportement différemment. C'est ça qui est pas soutenable. À un moment donné, ça pète. Versus de dire, OK, je vais aller remodeler une façon d'être qui fait en sorte que le comportement qui a été vrai toute ma vie, qui m'a servi toute ma vie, qui a donné certains résultats, ce comportement-là, je vais venir le remodeler, le modifier, qui fait en sorte que ce que c'était n'est plus, et donc que le comportement qui existait, qui est celui qu'on a envie de faire différemment,
fonctionne même plus parce que ça colle pas avec la nouvelle réalité. Puis des fois, je m'amuse avec Alex, on parle de multiverse là avec Marvel. C'est vraiment ça le concept, c'est de dire, tu sais, qu'est-ce qui fonctionne dans un univers fonctionne plus dans l'autre univers, existe même plus dans un autre univers. Fait que c'est de faire une transformation tellement profonde, tellement à la racine, d'adresser les choses à la racine, ce qui fait en sorte que dans cet univers-là nouveau dans lequel vous créez votre réalité, ben les anciennes façons de fonctionner fonctionnent plus, font plus de sens, sont complètement désuètes, farfelues, puis c'est ce genre de transformation-là qu'on veut. C'est pas juste de choisir, faire un choix, puis changer un comportement, puis forcer, s'imposer le choix, puis après ça, être fatigué, puis pas comprendre pourquoi on n'est pas capable de faire ce choix-là jour après jour après jour, semaine après semaine, année après année. Puis après ça, de retomber dans un cycle de culpabilité, puis de honte, puis de se dire qu'on n'est pas capable de faire qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire, mais c'est juste parce que ça prend beaucoup d'amour, puis d'empathie, puis de compassion envers nous-mêmes, mais c'est juste que on faisait ce qu'on pensait qui était la bonne chose, puis c'est juste que c'est pas cette chose-là qu'on avait besoin. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Bisous! Je vous envoie tout plein d'amour et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!